Alors j'étais concerné à la fois dans le cadre de prise en charge d'enfants qui présentent des problématiques tout venant. Ça peut être des problématiques d'échec scolaire, des problématiques de troubles du comportement ou des problématiques de dépression ou d'autres types de pathologies. Et puis aussi, je suis confronté dans le cadre judiciaire du fait d'expertises qui me sont demandées, soit de mineurs auteurs d'agression, quelle qu'elle soit, ou soit de mineurs victimes d'agression, ou soit de mineurs pour lesquels un signalement a été fait, ou une information préoccupante, et pour lequel on a besoin d'une évaluation à la fois de la personnalité, si on peut parler de personnalité chez un mineur, mais enfin c'est comme ça que les questions sont posées, et de pouvoir rattacher les troubles du comportement qu'il présente à une origine, ou en tous les cas de donner son avis sur le fait que ces troubles du comportement puissent être secondaires à une maltraitance, quel type de maltraitance, et essayer de voir si le mineur lui-même, au moment de l'expertise, peut dévoiler ces maltraitances et éventuellement savoir si le comportement qu'il présente ou la pathologie qu'il présente peut être en rapport avec ces maltraitances. Des mineurs qui effectivement se livrent, et malheureusement on ne les entend pas parce qu'on n'est pas formé à cette écoute, mais oui, effectivement il y a des mineurs qui parlent et qui disent les maltraitances. Alors ils peuvent parler par des mots, mais ils peuvent aussi parler par les comportements. Et vous avez raison, il n'y a pas de symptômes ou de comportements spécifiques de la maltraitance, bien que dans la maltraitance sexuelle, il y ait quand même des comportements très spécifiques qui viennent nous alerter. Mais c'est vrai qu'on va être alerté par un adolescent ou un enfant qui change de comportement, c'est-à-dire qui va adopter brutalement un comportement différent. Alors je ne parle pas de la symptomatologie physique, parce qu'effectivement des bleus, des blessures, des vêtements déchirés, enfin bon, etc. vont nous alerter. Mais au plan psychiatrique et au plan psychique, des enfants qui vont avoir des comportements d'alerte, et beaucoup de comportements peuvent nous interpeller, les troubles du comportement alimentaire, les troubles de l'humeur, l'angoisse, le stress, des hallucinations aussi, parce que vous le savez que dans le stress post-traumatique, il y a ces flashs, mais qui peuvent s'apparenter à des hallucinations, qui peuvent être des hallucinations auditives, visuelles, olfactives, gustatives, enfin bon, etc., etc. Mais je pense que le meilleur message à passer, c'est de dire qu'en fait, la maltraitance, on la découvre que si on la cherche. Alors, la chercher de façon non suggestive, il n'est pas question non plus de suggérer la maltraitance à un mineur ou à un enfant ou à un adolescent ou à un adulte jeune, parce que c'est le public qui nous concerne actuellement, mais plus rechercher cette maltraitance, parce que je crois que c'est un diagnostic qu'il faut éliminer, qu'il faut y penser systématiquement, de la même façon que pour les violences faites aux femmes. Il faut y penser systématiquement et l'éliminer. Et la meilleure façon de l'éliminer, c'est d'aller questionner l'adolescent sur les comportements qu'il présente, sur les indices qu'il nous donne, et voir si on peut les rattacher à cette maltraitance. Donc un questionnement qui, bien entendu, doit être non suggestif, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de suggérer quelque chose et du coup de fausser toute la démarche par la suite et voire d'aggraver le cas de cet enfant et de cet adolescent parce qu'on va engager vers une procédure faussée, en fait, et donc être le moins suggestif possible. Et donc j'en réfère, moi, à l'interview de type Nicht, sur lequel j'ai été formé par Mireille Cyr et par les Canadiens, en fait, depuis une quinzaine d'années, et qui me permet du coup d'interviewer les enfants que je reçois de façon non suggestive et surtout de ne pas polluer leurs paroles. Et donc on essaye effectivement de former, outre les officiers de police judiciaire dans le cadre de l'audition judiciaire, tous les professionnels de l'enfance à ce type de technique pour qu'ils puissent avoir accès au discours de l'enfant en étant sûr qu'on ne l'a pas pollué.
Et effectivement, on sait que c'est environ 5% des signalements qui viennent des professions de santé. Donc c'est très peu, alors qu'on rencontre tous les enfants tous les ans, en fait, hein, et plusieurs fois par an d'ailleurs. Donc les freins, ils sont multiples. Ce qu'on évoque le plus souvent, c'est la peur. Voilà, la peur du signalement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va m'arriver quand je signale, et si je signale une plainte, enfin bon, etc. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas formés au signalement. En fait, on est plutôt bien protégé, même si effectivement, enfin plutôt bien protégé par la loi, même si, vous le savez, hein, 2 psychologues sont décédés du fait de ces signalements. Par contre, on n'est pas bien protégé autrement, mais on est plutôt bien protégé par la loi. Et en fait, moi, à chaque fois qu'il y a eu un retour de bâton, si on peut dire, d'un signalement, c'est parce que le signalement avait mal été fait. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont le signalement a été écrit pouvait effectivement être attaquable. Donc il faut apprendre comment signaler, comment écrire notre signalement, comment le formuler, parce qu'il n'est pas question de ne pas se protéger soi-même, hein. On doit protéger les autres, mais on doit se protéger soi-même. Donc cette peur judiciaire, hein, des retombées judiciaires du signalement, la peur aussi des retombées sur l'enfant, de se dire, bon, ben, on va signaler, mais ça va être pire pour l'enfant, parce qu'on a eu des expériences négatives, effectivement, d'interventions qui n'ont pas abouti. Et je vous rappelle d'ailleurs que 70% des signalements aboutissent à des sans-suite. Donc effectivement, cette peur, elle est légitime, mais d'un autre côté, c'est pas parce que nos signalements n'aboutissent pas qu'il ne faut pas signaler, hein. Bon, et puis souvent, les médecins généralistes ou les pédiatres sont inscrits dans la famille, et donc du coup ont du mal à se positionner, ont peur, hein, de la retombée sur la famille. Et puis, il y a tellement de raisons, mais je crois que ce sont des fausses raisons, en fait. On peut démonter le raisonnement de ces professionnels qui nous amènent des raisons de ne pas signaler. On peut les démonter par la formation, par l'impact que peut avoir le signalement sur un mineur, parce que du coup, le mineur, même si au début il peut être réticent au signalement, eh ben c'est une preuve qu'on l'a cru. Voilà, c'est une preuve qu'on l'a cru et c'est important pour lui. Une autre raison de ne pas signaler des professionnels, c'est qu'ils ont le sentiment que pour signaler, il faut avoir la preuve de la maltraitance. Et donc ils disent, bah, moi j'ai pas la preuve, pourquoi voulez-vous que je signale? Alors qu'en fait, le signalement, il est justement là pour essayer de rechercher la preuve. Et donc on n'a pas besoin d'avoir une preuve pour signaler, mais juste un doute. Voilà, en espérant effectivement que les équipes qui vont travailler en aval de ce signalement vont elles aussi être formées pour faire les choses du mieux possible et que ce signalement n'ait pas un impact délétère, hein, sur la famille ou sur la... Bon. Et donc c'est toute la formation là aussi des procureurs, de la police judiciaire, enfin bon, etc. Mais la peur aussi de certaines équipes, c'est de se dire je vais perdre la confiance de cet enfant et de cette famille, et donc je vais les perdre du soin. Là aussi, on peut aller complètement à l'encontre en disant au contraire, cet enfant qui va se rendre compte qu'il nous a dit quelque chose, et qu'en tant que professionnel, on ne l'a pas protégé, c'est là qu'on va le perdre. Alors c'est vrai que ça va tanguer, la prise en charge va tanguer à un moment. Il faut être en face, dire voilà pourquoi j'ai signalé, j'ai voulu te protéger, être en face aussi de la famille. Il faut être en face parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, cet enfant qui va grandir va se rendre compte qu'on l'a protégé. Voilà. Et ça c'est important, qu'on l'a cru et qu'on l'a protégé. Et je pense que ça fait partie du processus de reconstruction, entre guillemets, hein, pour employer les termes habituels, que cet enfant, ce mineur, va avoir besoin de ça pour se reconstruire, de se dire, ben lui, au moins, ou lui aussi, il m'a cru. On n'a pas chiffré tout ça, malheureusement, alors que c'est chiffrable, je pense, hein, mais on sait que ne pas prendre en charge un enfant victime de maltraitance, ne pas prendre en soin, mais aux soins au sens large, hein, pas forcément médical, hein, soins éducatifs, soins affectifs, soins scolaires, enfin bon, etc., y compris le soin médical et psychologique, va aboutir à
à des enfants qui vont présenter des difficultés de développement de leur personnalité, des difficultés d'insertion, des difficultés comportementales, et qui vont aboutir à des adultes qui vont être mal construits, mal insérables, et donc forcément engendrer des difficultés à la fois pour eux d'intégration dans la société, mais à la fois pour la société, parce que vous savez que les chiffres sont énormes et qu'on dit que pratiquement 6 millions de mineurs seraient victimes de maltraitance. Ça va être donc 6 millions d'adultes, et donc on voit bien que ça va engendrer une déstructuration de la société, et on le vit là, on le voit bien à l'heure actuelle, hein, les conséquences de ces non prises en charge. Donc au plan, c'est vrai que ça va être des dépenses de les prendre en charge, mais je pense que c'est un pourcentage minime par rapport aux dépenses de la non prise en charge. Et quand je dis non prise en charge, je veux parler aussi, pas du fait que les professionnels ne veulent pas prendre en charge, parce que c'est pas vrai, à partir du moment où on détecte, bien entendu, on a envie de prendre en charge, mais parce qu'on ne donne pas les moyens aux professionnels de prendre en charge. Et ça, c'est grave aussi, c'est-à-dire que nos décideurs à l'heure actuelle font les comptes, mais font les mauvais comptes. Combien ça coûte de ne pas prendre en charge? Je pense que c'est un coût de 1 à 1000. C'est énorme. On l'a fait pour les violences faites aux femmes, et on s'est rendu compte que le coût des violences faites aux femmes non pris en charge équivalait, je ne sais pas à combien de centaines de fois, le coût de la prise en charge du cancer du sein, du repérage jusqu'au traitement même de reconstruction. Donc c'est des coûts énormes, c'est des coûts énormes. Il faut qu'ils le sachent, parce que d'investir dans la prise en charge efficace, pérenne, reconnue, et on a des prises en charge efficaces, pérennes et reconnues, va coûter beaucoup moins cher à la société que de ne pas prendre en charge ces gens, outre, bien entendu, la souffrance qu'on leur laisse vivre et cet état de mal-être qu'on laisse perdurer chez eux. Alors je suis mal placé parce que moi je travaille avec Alternative, mais je ne suis pas d'Alternative, mais effectivement je trouve que c'est une association qui est courageuse, parce que très engagée dans des actions sur les violences faites aux femmes, sur la maltraitance faite aux mineurs, et notamment aujourd'hui d'ailleurs, on m'a demandé avec une collègue psychologue de former des professionnels au recueil de la parole de l'enfant, parce que c'est des thèmes qui sont importants pour eux, mais qui ne sont pas forcément centrés sur l'enfant mineur. Ça peut être aussi sur l'enfant auteur, parce qu'on sait bien que, pour moi en tous les cas, la délinquance juvénile, jusqu'à preuve du contraire, c'est un symptôme de la maltraitance. Et donc c'est une association très engagée là-dedans, qui pratique beaucoup la médiation, quand elle n'est pas contre-indiquée, parce qu'ils ont, contrairement à beaucoup de médiateurs, enfin les choses ont évolué quand même, mais contrairement à beaucoup de médiateurs, ils ne sont pas dans la médiation pour tout. Ils ont cette notion de la contre-indication, et d'ailleurs ils la pratiquent, c'est-à-dire que quand ils sont nommés sur des médiations qui leur paraissent contre-indiquées, ils le disent, et ils agissent autrement. Donc moi je trouve alors il y a d'autres associations qui font ça, bien entendu, mais en tous les cas, Alternative, je suis très content de travailler avec eux, parce qu'ils sont dans mon éthique et dans ma moralité, quoi.